Alors, bonjour chers élèves des classes de première du groupe scolaire Seydou Nourou Tall. Donc, je voudrais vous proposer ce cours à la fois de remédiation, mais aussi de consolidation qui porte sur les doctrines sociales, le syndicalisme et le socialisme. Alors, pour cela, n'est-ce pas, je vous propose un certain nombre de documents qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de développer un peu autour de ces questions. Mais avant, n'est-ce pas, donc d'exploiter ces documents, vous savez, la première leçon que vous avez faite en première, qui a porté sur la révolution industrielle, vous a permis aussi d'appréhender les conséquences qui ont été abordées dans la deuxième leçon. Les conséquences de la révolution industrielle, c'est quoi? C'est l'avènement, entre autres conséquences, d'une classe bourgeoise dominante dont l'activité économique était organisée selon les principes du capitalisme. Un capitalisme aussi qu'on vous a défini, qui est, n'est-ce pas, donc fondé sur un certain nombre de principes. C'est l'appropriation privée des moyens de production, c'est aussi la libre entreprise, mais c'est aussi la recherche de profit. Et cette recherche de profit repose aussi sur l'exploitation donc de la classe ouvrière. Donc les ouvriers au 19e siècle, ce qui les caractérise, c'est des conditions de vie, n'est-ce pas, très misérables. C'est des ouvriers qui vivaient de bas salaires, c'est des ouvriers qui vivaient de temps de travail excessif, c'est des ouvriers qui étaient confinés dans des quartiers ouvriers où les conditions de vie étaient très difficiles. C'est des ouvriers, n'est-ce pas, qui versaient dans beaucoup de déviances, notamment la prostitution, et qui, n'est-ce pas, noyaient toute leur misère-là dans l'alcoolisme. Alors, ces ouvriers progressivement vont commencer à lutter pour améliorer leur sort, pour sortir, n'est-ce pas, de cette situation très difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans un premier temps, nous aurons des grèves, n'est-ce pas, qui vont être durement réprimées. Et c'est au lendemain de ces grèves durement réprimées que nous allons assister à la naissance de ce qu'on appelle le syndicat. Donc à partir de 1830, en Europe, nous aurons la naissance de ce qu'on appelle le syndicat. Mais c'est quoi le syndicat? C'est quoi le syndicat? On le définit comme étant donc une association de personnes exerçant la même profession et qui ont pour ambition, mais n'est-ce pas, de préserver leurs intérêts communs. Alors ce syndicalisme-là va être accompagné par ce qu'on appelle la reconnaissance du droit, n'est-ce pas, donc de grève. Alors avec la reconnaissance du droit d'association, avec la reconnaissance du droit de grève, nous avons les ouvriers qui désormais disposent, n'est-ce pas, d'un moyen de pression sur le patron. Parce que le patron, vous savez, chaque fois qu'il y a grève, c'est son activité qui est aux arrêts. Et il est obligé de négocier avec les ouvriers, n'est-ce pas, pour que l'activité reprenne. Donc c'est dans le cadre de ces négociations que nous aurons progressivement les ouvriers qui vont bénéficier d'un certain nombre d'acquis. Alors quels sont-ils ces acquis? C'est la réduction du temps de travail, c'est la suppression du travail des enfants, c'est le droit à une couverture donc, sociale, c'est également des congés hebdomadaires ou bien, n'est-ce pas, des congés annuels. Et les ouvriers de plus en plus vont prendre conscience de leur force et ils vont davantage, n'est-ce pas, s'organiser. On va assister à l'augmentation du nombre de syndiqués dans tous les pays, mais aussi on va assister à l'association même entre les syndicats à l'échelle d'un pays. Vous savez, on a défini le syndicat comme étant, n'est-ce pas, une association corporatiste, c'est-à-dire regroupant des gens qui exercent la même profession. Mais dans chaque pays pratiquement, nous aurons, au-delà, n'est-ce pas, de ces corporations, des associations, n'est-ce pas, de syndicats. Parce que vous savez, les travailleurs peuvent avoir des revendications communes qui transcendent, n'est-ce pas, les corporations. Donc, conscients de cela, les ouvriers vont se regrouper dans ce qu'on appelle des fédérations de syndicats, qui regroupent, n'est-ce pas, plusieurs syndicats, et chaque syndicat, n'est-ce pas, concernant un domaine d'activité bien précis. Alors, c'est de la sorte que nous aurons, n'est-ce pas, les ouvriers qui de plus en plus vont peser sur la scène sociale, si on peut dire. Et leur manière maintenant de lutter
va être très différente. Nous aurons, n'est-ce pas, deux types de syndicats. Et vous avez ici ce texte-là, n'est-ce pas, qui témoigne de cette diversité, n'est-ce pas, donc dans la lutte syndicale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'histoire du syndicalisme apparaît marquée par l'existence de deux grands courants de pensée, le syndicalisme révolutionnaire et le syndicalisme réformiste. Le syndicalisme révolutionnaire trouve ses origines dans la théorie anarchiste. Les anarchistes se caractérisent par leur critique radicale de l'État et des institutions de la société bourgeoise, notamment la propriété. Pour hâter la réalisation de la société sans État, ils privilégient différents moyens, la lutte armée, mais également l'action syndicale et tout particulièrement la grève. Donc le syndicalisme révolutionnaire, n'est-ce pas, qui met en avant la violence, n'est-ce pas, la grève, qui a pour ambition, n'est-ce pas, de faire tomber la bourgeoisie, n'est-ce pas, de contrôler donc l'État. Maintenant, à ce syndicalisme révolutionnaire s'oppose ce qu'on appelle le syndicalisme réformiste. Donc c'est un syndicalisme, n'est-ce pas, qui ne met pas en avant la grève, mais qui privilégie les négociations. Vous voyez, on a dit, les tenants du réformisme préconisent la collaboration avec le patronat et une liaison étroite entre les syndicats et le parti chargé de défendre les intérêts de la classe ouvrière. Alors, dans le cadre de ces négociations, nous avons la signature de ce qu'on appelle la convention collective, qui est un accord reliant, n'est-ce pas, le syndicat, le travailleur et le patronat. Un accord dans lequel, n'est-ce pas, sont fixées les conditions de travail, mais aussi les salaires, n'est-ce pas, les horaires, etc. Donc voilà comment progressivement nous aurons le syndicalisme, n'est-ce pas, qui va permettre aux ouvriers d'avoir un certain nombre d'acquis. Nous aurons notamment le syndicalisme révolutionnaire avec ses nombreuses grèves qui a débouché, n'est-ce pas, sur celle survenue aux États-Unis, à Chicago, n'est-ce pas, le 1er mai 1886, une grève qui a été durement réprimée. Et en souvenir de cette répression très importante, nous avons le 1er mai qui est consacré comme étant la fête, n'est-ce pas, donc du travail. Alors, les doctrines sociales qui ont émergé avaient pour ambition non seulement d'améliorer le sort des ouvriers, mais il y avait une autre ambition aussi, c'était de changer la société. Et là, n'est-ce pas, c'est notamment le socialisme. Alors, pour parler du socialisme, nous avons ici un texte de Karl Marx et de Friedrich Engels, un texte qui est tiré du manifeste du Parti communiste 1848. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Karl Marx? Que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de Gironde et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une lutte qui finissait toujours, soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la disparition des deux classes en lutte. La société moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société entière se scinde en deux camps ennemis, en deux grandes classes qui s'affrontent directement, la bourgeoisie et le prolétariat. Alors, le manifeste du Parti communiste a donné naissance à ce qu'on va appeler le socialisme scientifique. Mais il faut dire que plusieurs doctrines socialistes avaient émergé en Europe au cours de cette période du 19e siècle. Alors, plusieurs doctrines, mais qui ont toutes en commun un certain nombre de principes qui les définissent. Alors, quels sont ces principes? Nous avons, n'est-ce pas, des doctrines qui ont pour ambition de supprimer, n'est-ce pas, les inégalités au sein de la société. Des sociétés qui ont pour ambition, n'est-ce pas, de faire tomber donc la bourgeoisie. Alors, un certain nombre de principes parmi lesquels nous avons, par exemple, le retour des biens à la communauté. Vous savez, le capitalisme, quand on l'a défini tout à l'heure, on a relevé parmi ces éléments de définition, donc la recherche de profit. Si vous allez chez les socialistes, ils parlent de retour des biens à la communauté. Dans le système capitaliste, nous avons parlé tout à l'heure de l'appropriation privée des moyens de production et d'échange. Si vous allez chez les socialistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent, n'est-ce pas, de l'incorporation, n'est-ce pas, donc entre tous du travail commun. Si vous allez, n'est-ce pas, chez les
capitalistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent, n'est-ce pas, de libre entreprise. Le socialisme, n'est-ce pas, il parle, n'est-ce pas, il parle, n'est-ce pas, donc de la répartition entre tous du travail commun et des objets de consommation. Donc on peut dire que véritablement nous avons deux doctrines qui s'opposent radicalement. Et l'objectif, n'est-ce pas, du socialisme, c'est, n'est-ce pas, donc de supprimer les inégalités. Nous avons donc toutes ces doctrines socialistes qui se partagent, n'est-ce pas, ces principes. Mais, n'est-ce pas, le socialisme qui va s'imposer, c'est le socialisme scientifique, le socialisme de Karl Marx. Et c'est un socialisme qui s'adosse sur un certain nombre de principes. Alors, vous avez ici un autre texte qui nous parle un peu de ce socialisme également, le marxisme. Donc, Karl Marx et Friedrich Engels formulent la philosophie de l'histoire en fondant un socialisme se voulant scientifique, le matérialisme historique. Le marxisme considère le capitalisme comme une phase d'un processus historique marqué par la lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat, conduisant inéluctablement au socialisme puis au communisme, c'est-à-dire à l'appropriation collective des moyens de production et au dépérissement puis à la disparition de l'État. Dès la fin du 19e siècle, le socialisme marxiste est devenu l'idéologie de presque tous les partis ouvriers. Cependant, ces mouvements demeurent